Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Ça tourne un peu au théâtre d'été, là, cette histoire des tarifs de Trump. Là. Comme je te disais hier, il fallait peut-être avoir à l'œil les Mexicains, voir comment ils allaient opérer. Ils ont choisi, eux, d'être un peu moins réactifs, d'attendre. Ils avaient planifié pour le week-end leur cérémonie annonçant les mesures de rétorsion, mais ont été peut-être un peu moins sanguins. Il y avait une réunion téléphonique qui était prévue à l'agenda de Mme Sheinbaum et du président Trump. Ils se sont parlé. Et ce que je retiens de l'exercice, c'est que la tentation de Trump au terme de l'exercice avec ses vis-à-vis mexicaines, ça a été de dire, on suspend, encore une fois, pour un mois, les droits douaniers à l'endroit du Mexique, sans parler du Canada, avec peut-être la velléité d'aller jusqu'au bout et de dire on sera dans un régime différentiel entre le Mexique et le Canada. Je pense que ça trahit aussi un agacement profond de Donald Trump avec son vis-à-vis canadien, qui, comme tu le disais il y a quelques instants, va partir éventuellement. Mais les deux fois, Stéphane, les deux fois où Donald Trump a reporté quand même, on a annoncé le sursis le matin pour le Mexique et en fin d'après-midi pour le Canada. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce qu'il y a une volonté de montrer que le Canada passe deuxième puis donc de faire suer Justin Trudeau à fond? Je pense que c'est pas un hasard. Je pense que à chaque fois, c'est une manière effectivement de nous faire suer collectivement, parce que c'est pas juste Justin Trudeau qui est ici interpellé. Une manière de dire ça pourrait aussi être à géométrie variable. On s'entend avec le Mexique, mais on s'entend pas avec vous, les Canadiens. Du reste, ça serait quand même assez difficile compte tenu de ce qu'on a une entente, et particulièrement dans le secteur de l'automobile. Tu me diras que ça avait été suspendu déjà mercredi, mais nos économies sont tellement imbriquées, y compris les économies canadiennes et américaines, pour fournir le marché mexicaine et canadienne pour fournir le marché américain, de dire je vais punir un et pas l'autre, difficile, ça se fait sans doute, mais difficile. Mais ce qu'on peut retenir, oui, je crois qu'il y a une volonté affirmée de M. Trump de faire schmir jusqu'à la fin Justin Trudeau, et ça s'inscrit dans la foulée répétée de ses déclarations sur le gouverneur du Canada, le 51e État, qui, au-delà du gag, on l'a beaucoup dit, au-delà du gag, trahit, je pense, quelque chose comme une intention, une volonté, alors non pas d'envahir le Canada, là on est dans de la politique fiction à laquelle je crois pas du tout, mais un affaiblissement qui pourrait permettre peut-être quelque chose. Alors je doute qu'on se reparle dans 4 ans en se disant comment vas-tu mon Américain d'ami Mario? Je pense pas qu'on en est là, mais c'est plus qu'une tocade du président. Je pense qu'il voit quelque chose, une opportunité, j'arrive pas à la déchiffrer, mais en ce moment, entre le Mexique et le Canada, son cœur ne semble pas balancer. Il préfère s'entendre avec les Mexicains. Je rappelle, comme je l'ai fait, je pense, mercredi matin d'ailleurs, que dans son discours sur l'État de l'Union, il a noté, et rien n'est jamais gratuit, il faut être attentif à tous les détails, que 29 caïds des grands cartels des narcotrafiquants avaient été transférés aux États-Unis. Je parle de Mexicains qui avaient été transférés aux États-Unis, ce que les États-Unis réclament souvent, et qu'il y a aussi des opérations qui sont dans certains cas conjointes entre les autorités mexicaines et américaines pour lutter contre les narcos. Puis dans certains cas, je pense que les Américains se donnent quelques droits en particulier de survoler le territoire mexicain pour passer l'aspirateur sur toutes les communications. Je suis pas sûr que les Mexicains soient toujours au fait de ce qui se passe. Mardi, dans son discours à la nation, M. Trump, évidemment, a parlé de cette période comme étant la plus faste, la plus heureuse de l'histoire des États-Unis. Là, si on regarde les données économiques des dernières semaines, des derniers mois, c'est pas tout à fait avéré, là. Alors, c'est une courte étape que je te propose. Je veux pas épiloguer longtemps là-dessus, d'autant qu'il y a des circonstances qui expliquent. Mais quand il roule les mécaniques pour dire nous allons reprendre le contrôle de notre commerce, ces balances commerciales déficitaires avec l'ensemble du monde, c'est un problème. Alors, en janvier 2025, 1,2 milliard de dollars d'importation, une hausse de 36,6 milliards par rapport à décembre. Sur un mois, 36 milliards de plus d'importation. Et sur un an, de janvier 24 à janvier 25, c'est une croissance négative de 96,5%
sur les importations de biens et services. Alors, une partie de ça s'est passée sous le mandat Biden, avec une accélération, il faut le comprendre. Il y a beaucoup d'entreprises américaines qui ont importé avant que les droits douaniers annoncés ne s'appliquent. Alors, c'est évidemment que c'est un facteur. Mais ce que ça dit à court terme pour M. Trump, c'est que pour l'instant, il n'a pas du tout réussi à étrangler les problèmes de balance commerciale négative. Ça risque de se résorber, mais c'est une statistique dont il ne se gargarisera pas à court terme. Il va attendre les chiffres peut-être de février ou de mars. Bon. Hier, rencontre extraordinaire de l'Europe, des pays de l'Union européenne à Bruxelles, avec à l'ordre du jour le réarmement, avec à l'ordre du jour, évidemment, les appels très insistants d'Emmanuel Macron. Certains diront même un peu catastrophistes là, de M. Macron sur l'Europe. C'est un peu mon impression, quoi qu'il y a un péril en la demeure, il n'y a pas de doute. Il y a quelqu'un qui, en Ukraine, a commencé les opérations. Il faut voir que c'est une histoire très complexe. Ce qui est le plus surprenant dans ça, c'est que depuis 3 ans, évidemment, les Européens sont aux premières loges, voient qu'il y a un front en Ukraine, mais jamais on n'a été à ce point alarmiste. Jamais on a parlé de cette menace existentielle pressante, comme s'il était possible qu'on soit bientôt à la guerre. Et c'est ce qu'on dit. Et on dit aussi, on est à la guerre sur d'autres fronts, sur les fronts de la guerre virtuelle, la cyberguerre. Ben, il y a déjà des offensives amorcées par les Russes. Et Macron est dans le camp, en ce moment, je dirais, des plus alarmistes. Chez les alarmistes, c'est un peu celui qui a pris le leadership en Europe en ce moment, avec toutes sortes d'annonces. Et concrètement, il y a des gestes qui ont été posés hier par l'Union européenne, qui est appuyée d'ailleurs par des pays qui sont pas membres de l'Union européenne. Les Turcs étaient présents en marge, les Norvégiens, les Anglais qui ont déjà appartenu à l'Union européenne, mais qui sont plus tout à fait là. Donc, il y a quelque chose qui se met en place. Face à la menace Poutine, là, tout à coup, c'est intéressant que tu soulignes ça, mais et surtout avec le nouveau premier ministre, je dirais, on a l'impression que tout à coup, le Royaume-Uni agit comme s'il faisait partie de l'Europe, là, à nouveau. Je pense pas qu'on va faire le Brexit à l'envers formellement, mais sur une question de sécurité, présentement, le Royaume-Uni se comporte comme un joueur de l'Europe, là. Ce sont des partenaires au sein de l'OTAN, tous ces pays-là quand même, y compris aussi, la Turquie, deuxième armée de l'OTAN derrière les États-Unis. Les Anglais sont des adversaires historiques des Russes. Il y a un combat à finir entre ce qu'était l'Empire à une époque anglais et aujourd'hui quelque chose de beaucoup plus étriqué. Il n'y a plus tellement d'empire derrière l'Angleterre ou le Royaume-Uni, mais c'est une histoire qui remonte à très, très, très loin. C'est pas des peuples ou des leaderships qui s'aiment beaucoup. La question qui m'intéresse le plus et qui est posée par Macron et qui me fait douter de sa volonté d'une entente de paix, à tout le moins celle que cherchent ou veulent obtenir Russes et Américains. Parce que pour les deux parties, du point de vue des Russes depuis toujours, et M. Trump semble avoir confirmé ça, il est hors de question que l'Ukraine fasse jamais partie de l'OTAN. C'est comme non négociable, ça n'arrivera pas. Ça fait d'ailleurs, je dirais, partie des éléments qui ont peut-être jouer en faveur de ce que la Russie décide d'intervenir, disait si vous pensez encore que l'Ukraine peut être membre de l'OTAN, c'est une ligne rouge que vous ne pourrez pas franchir et avant que vous le fassiez, on va agir. Une mise en garde qui avait d'ailleurs été faite par l'ambassadeur américain au Kremlin, qui est devenu le patron de la CIA sous l'administration Biden, Monsieur William Burns. Donc, il s'est passé quelque chose. Et là, Macron disait hier, au sortir, parce qu'il faut voir qu'il remontait, hein, M. Macron, il est en hyperpuissance en ce moment, c'est le coq atomique. Et Macron dit, il n'est pas question de fermer la porte pour les Européens à l'idée que l'Ukraine se joigne à l'OTAN. Et ça, c'est un no-no avec Trump. On sait que ça n'arrivera pas. Donc, qu'est-ce qu'il télégraphie? Que la paix dictée par les Américains ne sera jamais acceptée par les Européens. En substance, c'est ça. Et peut-être derrière ça, c'est une supposition, mais qu'on est prêt chez les Européens, particulièrement depuis qu'ils ont commencé à se donner des moyens. Il faut voir qu'on est loin de la coupe aux lèvres. Là. Ils ont adopté des résolutions hier, mais ils n'ont pas pour autant davantage de munitions et d'armements qu'il y en avait avant. Non, ni les munitions. Puis il y a des problèmes d'approvisionnement. Mais ce qu'on peut comprendre, c'est que M. Macron dirait... Ben finalement, si on s'entend pas, s'il n'y a pas de deal qui permettra de sauver l'honneur de l'Ukraine, parce que c'est ça l'enjeu du point de vue des Européens, on peut le comprendre, si c'est une paix dictée, là-dessus les Anglais comme les Allemands l'ont répété, c'est une paix dictée, il n'est pas question qu'on embarque. Et c'est donc qu'il faut comprendre derrière ça
que les Français et d'autres Européens sont prêts à livrer la guerre indirectement à la Russie aux côtés de l'Ukraine pour remplacer l'aide militaire que les Américains fournissaient. Et remplacer l'aide américaine. Jusqu'à hier, là, c'est ça. Là. C'est implacable. Si tu dis et que t'es Macron, l'ami de Trump, il n'est pas question pour nous de fermer la porte de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, tu dis en même temps, il n'y a pas de chance qu'on s'entende avec les Américains. Et c'est peu de choses, mais c'est fondamental. C'est énorme dans les circonstances. Hey Stéphane, bonne fin de semaine. Merci.